L'invité de Smart Impact, c'est Claire Boilet-Forestier. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes directrice RSE et engagement chez Bouygues Télécom. Quelques chiffres sur Bouygues Télécom, 7,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 500 collaborateurs, plus de 519 boutiques en France. C'est des chiffres qui ont dû évoluer, mais avec une question évidente, depuis quand les enjeux environnementaux, on va déjà commencer par là, font vraiment partie de la stratégie de l'entreprise ? Alors, la RSE, bien sûr, il y a les sujets environnementaux, mais il y a également tous les autres sujets. Mais globalement, on fait office de pionnier en termes de démarche RSE parce que ça a commencé dès le tout début des années 2000. On est un des premiers signataires du Global Compact. Donc, vous voyez, on a plus de 25 ans de maturité et d'engagement à la fois de nos collaborateurs, mais également de prise de position sur le sujet. Donc, un historique assez solide qui nous permet d'aller encore plus loin aujourd'hui. Avec des objectifs qui sont SBTI, donc qui sont basés sur la science. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quels sont ces objectifs aujourd'hui ? Oui, alors on a des objectifs très précis qui ont été validés, vous le disiez, par la SBTI, qui permet de garantir que les objectifs qui sont pris en matière de décarbonation sont bien alignés scientifiquement avec les accords de Paris. Donc nous, cette stratégie, elle est basée aujourd'hui sur des grands leviers. Je ne vais pas rentrer dans la technicité de la comptabilité carbone, mais on a tout ce qui est émissions directes, donc là où on peut vraiment agir concrètement. Ces engagements, ça va être surtout sur les sujets de performance énergétique, sur la certification ISO 50001 de certaines de nos installations, avec une ambition marquée dès cette année d'aller encore plus loin. On a les sujets quand on parle de performance énergétique, on a évidemment les sujets de limiter les consommations énergétiques chez Bouygues Télécom. Donc là, on a la main pour avancer sur ce sujet. On a des sujets qui sont un peu moins prégnants en termes de comptabilité carbone, qui sont l'engagement des collaborateurs autour du verdissement des flottes de véhicules. Ça pèse pas beaucoup, mais c'est tellement important d'être symétrique dans les engagements que l'on prend. Donc ça, c'est vraiment, on a un côté émission directe. On pourrait y passer des heures. Et puis après, il y a l'autre scope, qui est celui des émissions indirectes, soit l'amont et l'aval. Soit des parties prenantes, des fournisseurs, soit des clients, évidemment. Exactement. Alors déjà, tout ce qui va être éco-conception est un levier très fort chez nous, à la fois de nos sites, quand on réfléchit à mettre moins de matière, moins de ressources dans nos massifs, par exemple, ou d'utiliser des matériaux plus décarbonés, comme le béton bas carbone, qui est quand même aujourd'hui une preuve de décarbonation, en tout cas de cette partie construction. Mais il y a aussi l'éco-conception de nos produits. Vous savez, chez Bouygues Télécom, on donne à nos clients des box, des routeurs chez eux. C'est très important, avant de leur demander de faire des efforts, que l'on soit capable de leur fournir aussi des produits éco-conçus. Et là, ça veut dire penser dès le départ la conception de la box, de se dire il y a un sujet qui est de faire durer le plus longtemps, donc on doit anticiper des sujets de démontabilité, donc quels produits on met, quelles ressources on met dans la box. Et puis évidemment, d'amener le client aussi à faire des efforts, donc de lui donner les moyens de se dire vous pouvez éteindre vos box, vous pouvez les mettre en veille quand vous ne les utilisez pas. Donc vraiment donner aussi ces conseils pour dire vous aussi vous êtes acteur de cette chaîne complète dans laquelle on a tous un rôle. Et puis il y a l'usage que nous, collectivement, on fait des smartphones que vous vendez et des abonnements qui permettent de regarder des vidéos jusqu'à plus soif et qui donc font tourner des data centers, des centres de données. Donc là, comment vous... Un data center d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le même que celui d'il y a 25 ans déjà en termes de consommation. Alors tout à fait. Alors déjà juste sur les data centers, c'est un combat qu'on a pris très tôt aussi chez Bouygues Télécom. On est un des premiers data centers au niveau mondial à avoir été certifié dans les années 2010 sur les sujets d'ISO 50001. Donc vraiment travailler la performance énergétique des data centers. Mais pour revenir à votre question sur le client, en fait, je pense qu'aujourd'hui on a un consommateur français qui a envie d'agir. Donc on sent qu'il y a quand même un besoin encore aujourd'hui de donner des clés, de donner des conseils, de partager les bons trucs en fait au quotidien. Et sur le smartphone, vous mentionniez effectivement baisser la résolution de vidéo sur les smartphones. On n'a pas besoin de regarder une vidéo sur son téléphone qui a la même résolution que sur un grand écran. C'est des petites choses comme ça. On peut basculer. Ce qui est très facile à faire, c'est de basculer en Wi-Fi dès qu'on rentre dans un endroit qui est quand même beaucoup moins émetteur que la 4 ou la 5G. Donc
Il y a cette posture d'opérateur qu'il faut accompagner, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, sur l'impact global du numérique, c'est vraiment le device, la fabrication du device qui est la plus importante. Donc juste pour terminer sur cette partie smartphone, évidemment que notre rôle, c'est aussi d'accompagner le consommateur dans l'usage. L'objectif, c'est de pousser au maximum la durée de vie de son smartphone, de ne pas le remplacer dès qu'il est... Ça, c'est un changement de modèle. Hein. On y arrive, c'est sûr. Je vais pas vous... on s'est tous mis à consommer et à acheter les smartphones en se disant il m'en faut un neuf. Alors moi, je ne suis pas trop fan de ça, mais il m'en faut un neuf tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Quoi. Il y a des vrais leviers. On voit que les choses bougent, commencent à bouger. C'est pas encore l'enjeu numéro 1, forcément, dans la tête des clients. On peut pousser la réparation, la durée de vie. On peut accompagner le client aussi à faire le choix du reconditionné. Mais alors ça m'intéresse parce que c'est contre-intuitif d'une certaine façon. Votre métier, c'est quand même de vendre des smartphones. Donc je sais qu'il y a des corners consacrés au reconditionné. Ça reste marginal d'une certaine façon ? Oui, on va pas donner des chiffres antinomiques du business. Évidemment, après, je pars d'une conviction profonde que la RSE, elle n'est pas en opposition avec le business. En revanche, aujourd'hui, chez Bouygues Telecom, on est convaincu que notre posture d'opérateur responsable, elle doit être plus que jamais mise en avant. Donc oui, on doit accompagner le client. Bien sûr qu'on fait aussi la promotion d'autres services, d'autres produits, mais ça, c'est un angle majeur qu'on voit de plus en plus en attente de nos consommateurs. Et le reconditionner, rien que le fait de dire, en fait, ce sont les mêmes garanties, mais que vous avez un impact qui peut aller jusqu'à moins 90% en faisant le choix du reconditionné, ça parle à beaucoup de gens. Il faut juste parler un peu plus fort maintenant. Oui, effectivement. Vous avez annoncé, c'était le mois dernier, en mars dernier, un partenariat avec La Voix de l'Enfant et le WWF pour, je vous cite, mieux accompagner les Français dans leur vie numérique. Donc ça, c'est le principe. Avec quel levier pour tenir cet objectif? Oui, alors pour revenir un peu sur ce partenariat, parce que déjà, on en est très très fiers chez Bouygues Telecom, il est particulièrement singulier et inédit. C'était important pour nous, et ça coïncide avec le lancement d'une nouvelle feuille de route RSE chez nous, où en fait on a décidé que, on l'a partagé, la RSE c'est historique chez Bouygues Telecom, mais il fallait, après toutes ces années de construction, de solidité interne, se tourner vers l'extérieur, faire comprendre que Bouygues Telecom était une entreprise responsable et engagée, et surtout qu'on comprend la RSE de façon holistique. On ne fait pas le choix d'un seul combat. C'est vraiment autant l'environnement que le sociétal. Et le choix, en fait, de ces deux partenaires, c'est parce qu'on a envie collectivement d'ouvrir un dialogue avec les Français sur un numérique qui soit plus responsable, mais aussi qui soit positif et inspirant. Et aujourd'hui, on ne veut pas faire le choix uniquement de l'environnement. Donc, WWF France, qui est reconnue mondialement, va apporter cette expertise environnementale et technique. Et La Voix de l'Enfant, qui est une association française qui agit depuis plus de 40 ans au service de la protection des droits de l'enfant, on a décidé d'unir nos forces, non pas de façon bilatérale, mais à 3, en se disant, à nous 3, on a la légitimité, nous, en tant qu'opérateurs responsables, d'aller parler aux Français, d'ouvrir un dialogue en leur fournissant des supports, des contenus à caractère pédagogique qui vont arriver dès cette année, sur comment vivre le numérique. C'est ça l'angle, pour moi, qui est innovant. C'est vivons de façon sereine. Ce numérique qui est là, ne faisons pas... Ah non, mais de toute façon, il est là, mais puisqu'on parle des jeunes, à quel âge ? Voilà, non mais c'est une question de parents ou de grands-parents. Il y a des études qui commencent à sortir sur l'impact des réseaux sociaux, des vidéos TikTok sur le cerveau des enfants. Bien sûr. Enfin, je ne voudrais pas caricaturer sur la fabrique de crétins, mais il y a quand même une question d'attention, de capacité de concentration. Ça développe sans doute d'autres créativités du cerveau, mais il y a un danger. Donc comment vous l'adressez, vous ? Il y a un danger. Je pense que la posture que l'on prend chez Bouygues Telecom, qui est très propre aux valeurs du groupe Bouygues dans l'absolu, et c'est aussi le choix qu'on a fait de ces deux partenaires, c'est qu'on ne veut surtout pas être dans une posture radicale, militante ou de contrôle. Le numérique, il est là. Comment on fait enfin, peut-être qu'il faut en arriver là. Oui, mais il y a des pays qui disent on interdit TikTok ou on interdit les réseaux sociaux avant tel âge. Quoi. Moi, je crois que vous avez raison. Le bon angle, c'est pas tellement les enfants, c'est plutôt les gens qui accompagnent les enfants. Ouais. Donc c'est le parent. Là, je mets ma casquette de maman. Oui, c'est vrai. Je suis un petit peu démunie sur la marche à suivre avec ma fille qui n'a pourtant pas accès aux écrans et qui joue à l'influenceuse dans sa chambre avec des jouets en bois. Donc oui, c'est vrai. On a cette réalité. Je crois que comme pour tout dans la vie, indépendamment du contexte pro ou perso, la force et la culture du dialogue, de l'échange, avec sérénité, avec confiance, en disant bien sûr qu'on ne va pas te brider. En revanche, regardons ensemble quels sont les dangers, éveiller les consciences. Et si au passage on peut dire
tu sais que en plus, on protège la planète en faisant ça, ça ou ça dans la maison. Je crois qu'il y a un levier puissant d'adhésion auprès des familles. Et je crois que la clé, c'est vraiment pas de l'aborder sous l'angle de brider en fait les familles. C'est plutôt comment on crée les conditions d'un dialogue qui sont les mêmes leviers que sur le harcèlement, que sur... Bien sûr, en fait, le dialogue, il est puissant à ce moment-là, et je pense que c'est notre rôle à 3 d'aller chercher ça. Oui, avec peut-être quand même, et moi je vais vous donner mon avis, je pense que de temps en temps, l'aiguillon réglementaire va aider les parents, parce que c'est super compliqué quand on est parent de dire à son enfant, bah non, tu vas pas avoir de smartphone avant tel âge, ou alors non, tu vas pas aller sur les réseaux sociaux, parce que, attention, si la loi vous y oblige, c'est plus facile. Oui, je crois que c'est un raisonnement d'adulte. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que c'est un raisonnement d'adulte, parce que je ne pense pas que ma fille de 9 ans, si je lui dis la loi te dira de ne pas aller sur les réseaux sociaux, elle va l'entendre. Ça peut aider les parents à pousser ces enjeux. Quoi. Mais nous, en revanche, ça peut nous aider à démultiplier l'onde d'impact, à dire collectivement, c'est pas le combat d'un opérateur, c'est le combat collectif qu'on doit mener. Donc, je pense que de l'aborder avec cette posture de dialogue et de donner des clés faciles, concrètes, qui mettent dans une posture positive, ce sera vraiment la clé pour moi. Merci beaucoup Clara Bollé-Forestier, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, on va parler de la préservation de l'eau.